Bienvenue dans ce module 4 consacré à la biochimie des huiles essentielles. C'est le module le plus important de votre formation et c'est le module qui est la base de l'aromathérapie. C'est également le module qui fait le plus peur lors de l'apprentissage. Alors, ne paniquez pas, ici je vais vous expliquer avec des mots très simples tout ce que vous devez savoir sur la biochimie. Vous allez apprendre ce module avec beaucoup de facilité. En réalité, il n'est pas compliqué, mais il demande de l'attention pour bien comprendre la biochimie et vous montre l'importance de connaître toujours les molécules aromatiques qui composent une huile essentielle. Donc vous allez voir que même après votre formation, les personnes que vous rencontrez vont pouvoir vous parler d'une huile essentielle dont vous n'avez jamais entendu parler. Ça m'arrive encore. Et ben, c'est très simple, je me raccroche à sa composition. Donc, si j'entends le nom d'une huile essentielle, je dis non, je ne sais pas ce que c'est, mais quels sont ses composants majoritaires? Il m'arrive encore que mes élèves me parlent d'une huile essentielle que je ne connais absolument pas. Et donc, je leur poserai la question de savoir, OK, quels sont ses composants majoritaires? Les composés de phénol, d'aldéhyde aromatique, d'alcool monoterpénique. Et en fonction de ça, vous allez voir, ça vous donne déjà une très belle indication de ce que pourrait être les propriétés de cette huile essentielle. À la fin de ce module, vous serez donc capable de connaître les indications et les toxicités des huiles essentielles en fonction des différentes familles biochimiques qui les constituent. Alors, toutes les familles que vous voyez ici seront abordées au cours de ce module avec pour chaque famille en détail les propriétés, les indications, les toxicités et les précautions d'emploi. Une fois que vous connaissez ça, ben, en aromathérapie, vous savez presque tout. On verra ensemble les terpènes, les alcools monoterpéniques, les phénols méthyléthers, les aldéhydes terpéniques, les cétones, les acides, les esters, les lactones, les coumarines, les phtalides et les éthers oxydes. Alors, rassurez-vous tout de suite, vous n'avez absolument pas besoin de connaître ces structures moléculaires pour comprendre la biochimie. Pour les personnes qui viennent d'un milieu scientifique, comme les médecins, les pharmaciens ou autres, mais vous allez voir que de comprendre les fonctions vont vous aider à assimiler la biochimie plus facilement. La biochimie des huiles essentielles, ici, je vais vous l'enseigner de façon ludique, vous allez voir, afin que vous puissiez comprendre la relation entre les molécules qui constituent les huiles essentielles, leurs activités, indications, toxicité. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles sont polymoléculaires. Donc ça, c'est très différent d'un médicament. Un médicament est constitué d'une molécule qui va agir selon un mécanisme d'action. Ici, dans les huiles essentielles, c'est beaucoup plus complexe puisqu'elles sont composées de centaines de molécules aromatiques différentes. Et dans ces centaines de molécules aromatiques différentes, vous allez voir qu'il y a quelques molécules qui se trouvent en grande quantité et une multitude d'autres en très faible quantité ou même à l'état de trace. Les molécules en grande quantité, c'est ce que l'on appelle les molécules majoritairement présentes dans l'huile essentielle. Contrairement à un médicament conventionnel qui ne dispose que d'une seule molécule chimique pour soigner, les huiles essentielles possèdent des centaines de molécules aromatiques différentes. Et c'est ce qui fait aussi qu'une huile essentielle va pouvoir avoir plein de propriétés différentes. Si vous prenez le cas, par exemple, de la verveine citronnée, ben, elle est à la fois utilisée pour ses propriétés digestives, mais également pour des propriétés calmantes. Vous allez voir que pour chaque huile essentielle, on abordera ça dans le module 8, on va décliner l'ensemble des propriétés et indications que possède l'huile essentielle. À ce jour, on a déjà identifié environ 10 000 molécules aromatiques qui appartiennent chacune à une famille biochimique précise et chacune de ces familles biochimiques possède des propriétés thérapeutiques qui lui sont propres. C'est vraiment
ce qu'on va aborder dans ce module-ci. On va également aborder la biosynthèse des molécules aromatiques dans le monde végétal. Ce que je veux vous faire passer comme message avec cette biosynthèse, c'est de vous expliquer toute la beauté et toute la puissance du monde végétal, comment le monde végétal, en puisant des ressources comme le CO2 et l'eau, peut arriver à produire des molécules aussi complexes que les huiles essentielles. Et ça, c'est absolument incroyable. Une huile essentielle, au final, possède la somme des propriétés thérapeutiques des molécules qui la constituent. Mais posons-nous quand même la question de savoir si ces familles biochimiques, à elles seules, peuvent-elles déterminer les propriétés thérapeutiques d'une huile essentielle. Alors vous allez voir que cette approche biochimique est vraiment une aide indispensable pour faciliter votre apprentissage, mais vous verrez que ce modèle a également ses limites. Nous allons étudier pour chaque huile essentielle les molécules qui sont majoritairement présentes et les plus concentrées, et on identifiera à quelle famille biochimique ces molécules appartiennent pour en déduire les propriétés. Et ceci dans un module qui sera spécialement consacré à la monographie des huiles essentielles. Dans ce module-ci, on va plutôt s'attarder sur les familles biochimiques et de savoir quelles sont les propriétés des différentes familles biochimiques. Prenons un petit exemple pour être concret. On sait qu'une huile essentielle de sarriette ou des montagnes est composée majoritairement de phénol, d'alcool monoterpénique et de monoterpènes. Donc ça, ce sont bien les molécules majoritairement présentes. Les propriétés de ces trois composants majoritaires nous permettent d'avoir une idée assez précise des toxicités, des indications, des contre-indications, des effets secondaires, des posologies et des modes d'administration de l'huile essentielle. On va pouvoir déduire de cela si une huile essentielle va être dermocaustique, photosensibilisante. On va pouvoir également déterminer le nombre de gouttes qu'on va pouvoir donner, sur quelle durée, combien de fois par jour, si cette huile essentielle doit être prise pure ou diluée, mais également le mode d'administration. On sait qu'en fonction des familles biochimiques, il y a des modes d'administration qui sont à privilégier. Et donc, c'est tout cela que nous apporte la richesse des familles biochimiques. Vous comprenez donc maintenant très bien pourquoi il faut étudier la biochimie et pourquoi c'est indispensable à votre parcours de formation en aromathérapie. Ça vous permet vraiment de comprendre et utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. Donc, comme je vous le disais, pour chaque constituant majoritaire, donc chaque molécule qui est le plus présente dans l'huile essentielle, on va regarder à quelle famille biochimique elle appartient. Est-ce que c'est des cétones, des phénols? Et vraiment, c'est cette connaissance précise des propriétés et des toxicités de chaque famille biochimique qui permet d'adapter une posologie adéquate, une voie d'administration appropriée et donc d'utiliser les huiles essentielles en toute sérénité. Cependant, comme je vous en avais déjà parlé, l'activité thérapeutique d'une huile essentielle ne peut pas être réduite à l'activité biochimique de ces molécules constituantes. Donc, cette classification, elle a quand même ses limites. Et ne considérer les huiles essentielles que comme des ensembles de molécules chimiques est vraiment insuffisant et c'est vraiment une simplification à l'extrême, une réduction finalement des huiles essentielles comme si elles n'étaient que molécules. La biochimie n'explique pas ni l'ensemble des propriétés thérapeutiques, ni toutes les toxicités potentielles des huiles essentielles. C'est pour ça que vous allez voir que pour certaines huiles essentielles, elles ont des propriétés qui sont identifiées que l'on ne peut pas expliquer simplement par le modèle des familles biochimiques. Alors voici quelques exemples d'inexactitudes et d'imprécisions de cette classification officielle. C'est que les cétones sont considérées comme neurotoxiques. Donc on dit s'il y a présence de cétones, neurotoxiques, interdits chez l'épileptique, la femme enceinte ou allaitante, le jeune enfant. Mais on se rend compte que finalement, les cétones ne seraient pas toutes neurotoxiques et pas aussi neurotoxiques les unes que les autres. Donc déjà, ça montre que la classification peut avoir ses limites. Les oxydes,
est-ce qu'ils sont vraiment tous expectorants? Le méthylchavicol a-t-il vraiment des propriétés antihistaminiques? Si on se penche plus sur la molécule de salicylate de méthyle que l'on trouve dans l'huile essentielle de Gaultérie, au niveau de sa biochimie, on la classe dans la famille des esters. Ici, pour ceux qui ont fait un peu de chimie organique, c'est une fonction ester. Mais pour ceux qui connaissent la chimie organique, regardez, est-ce que je n'ai pas non plus ici une fonction phénol? Et donc, est-ce que de classer cette molécule dans la catégorie des esters n'est pas un peu une réduction, une simplification de ce qu'est finalement cette molécule de salicylate de méthyle? Et, on va le voir ensemble, les esters sont très bons pour la peau, ne sont pas caustiques et donc il n'est pas nécessaire de diluer une huile essentielle composée d'esters majoritairement, exception faite pour le salicylate de méthyle. Mais là, vous comprenez tout de suite que bien sûr, puisque on le classe dans la catégorie des esters, mais il a bien une fonction phénol. Et les phénols, comme on le va voir ensemble, sont dermocaustiques. Vous voyez que parfois, vouloir absolument ranger ces molécules dans une famille biochimique précise est compliqué, puisqu'une molécule aromatique peut être porteuse de différentes fonctions. Les molécules aromatiques, contrairement aux médicaments, agissent de plusieurs manières. On dit qu'ils vont agir sur trois plans, que sont la matière, exactement de la même manière qu'un médicament, l'énergie et l'information. On dit que les huiles essentielles ont une action directe, énergétique et informationnelle. Elles agissent donc par trois modes d'action, direct, énergétique et informationnel. Abordons pour commencer leur mode d'action direct. Le mode d'action direct des molécules aromatiques, c'est exactement le même mode d'action qu'un médicament. C'est-à-dire que les molécules vont agir en produisant un effet immédiat, soit par exemple en attaquant des agents pathogènes, des virus, des bactéries, des parasites, soit en se fixant sur des récepteurs nerveux, para ou orthosympathiques, et là, c'est l'action des huiles essentielles sur le système nerveux, ou en régulant des fonctions physiologiques comme la digestion, la respiration, la circulation du sang, la régulation hormonale ou la réponse immunitaire. Par exemple, un médicament peut agir sur une fonction physiologique. Vous prenez un médicament antihypertenseur, il va avoir un mode d'action qui aide à réguler la pression artérielle. Eh bien, les huiles essentielles peuvent intervenir de la même façon. Elles peuvent stimuler, réduire, modifier de manière spécifique le fonctionnement naturel de notre corps pour atteindre un effet thérapeutique. Donc là, c'est quelque chose que vous maîtrisez assez bien puisque vous connaissez les médicaments, donc on parle exactement de la même chose que par exemple un antibiotique qui aurait une action sur un agent pathogène. Les huiles essentielles vont produire la même chose. Ou quand vous prenez un somnifère et que ça vous fait dormir, eh bien les huiles essentielles vont faire pareil. Ou ici en bas, si vous prenez un citrate de bétaïne pour arriver à digérer, eh bien les huiles essentielles peuvent agir de la même action. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu puisque les médicaments fonctionnent de la même manière. Ensuite, les huiles essentielles ont une action énergétique. Et là, vous allez dire, ah, énergétique, si on y croit, c'est bien, si on n'y croit pas, bof. Eh bien, vous allez voir que ce n'est absolument pas une question de croyance, leur action énergétique. Et là, elles vont aller vraiment apporter une action de terrain. Soit, et on va le voir plus tard dans notre diagramme bioélectronique, elles vont apporter des électrons. On dit qu'elles sont plutôt apaisantes, négativantes, ou alors capter des électrons. Dans ce cas-là, elles ont une action tonifiante, positivante, ou un apport de protons, et dans ce cas-là, une action antidégénérescente ou une action d'acidification du sang. Et donc là, on parle plutôt d'action de terrain. Vous voyez que ce n'est pas dans notre tête l'énergie, il y a véritablement des huiles essentielles, des molécules aromatiques qui vont aller soit capter des électrons, soit donner des électrons, et tout ça, c'est énergie.
Et si vous prenez la plus petite partie de notre corps, c'est-à-dire l'atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent, circulent des électrons. Donc, il y a de l'énergie dans la plus petite partie de notre corps. Et ensuite, une action informationnelle. Donc, on sait que les huiles essentielles, l'olfaction est capable de passer dans notre cerveau limbique sans passer par le néocortex. Donc ça, on l'a vu dans le module 2. Et donc, par ce mécanisme-là, elles peuvent avoir une action exogène, c'est-à-dire l'influence des odeurs qu'on va respirer sur notre psyché, sur notre mémoire, mais elles peuvent avoir aussi une action endogène, puisque l'odeur qui est ressentie dans notre cerveau peut carrément aller produire dans notre corps une action neurologique ou endocrinienne. Puisque, souvenez-vous, en passant par le cerveau limbique, les molécules odorantes sont capables d'avoir un effet sur la glande pinéale et ensuite entraîner une cascade hormonale. De nouvelles clés pour bientôt. Les molécules contenues dans les huiles essentielles sont semblables à des clés déverrouillant des serrures à la surface et dans nos cellules. Et afin de trouver la bonne porte, les clés émettent des sons et résonnent aux fréquences émises par les serrures des portes. C'est ce phénomène qui expliquerait la rapidité du fonctionnement des huiles essentielles. Vous pouvez considérer les huiles essentielles comme un grand trousseau de clés qui ne permet pas seulement d'ouvrir les portes les unes après les autres, mais surtout elles permettent l'immense accès à toutes les possibilités données par ces portes ouvertes. Donc c'est très important de retenir que les huiles essentielles peuvent agir par trois mécanismes d'action. L'action directe à l'image d'un médicament, l'action énergétique en donnant ou en captant des électrons ou des protons et ainsi pouvoir donner un effet, mais également par un aspect informationnel qui n'est pas juste d'aller chercher via l'olfaction dans notre cerveau des traumas, des peurs, des blocages, bien enfui, mais également par l'olfaction de stimuler ce cerveau limbique, cette glande pinéale, et de pouvoir induire des réactions plus complexes dans notre corps. Les différentes structures moléculaires que je vais vous présenter dans ce chapitre sont, comme je vous l'ai dit, données à titre d'exemple et il n'est pas nécessaire de les retenir.